Et si je vous disais qu'Oda avait caché un indice sur l'ellipse? Et l'arc d'Alabasta, imagine un One Piece où chaque décor est un indice. Chaque arrière-plan raconte une histoire parallèle et où rien n'est laissé au hasard, même ce qui semble juste là pour remplir. Dans cette vidéo, on va redécouvrir One Piece sous un angle que très peu de fans explorent, la puissance narrative des décors. Dans un manga, les décors servent juste à combler le vide, à mettre en valeur les personnages ou à poser une ambiance. Et One Piece n'est pas un manga comme les autres. Ici, les décors sont porteurs de sens. Ils parlent de l'époque, du lieu, et parfois, il révèle des éléments clés de l'intrigue. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je reçois souvent des messages du genre « Comment t'as vu ce détail? Je l'avais jamais remarqué. » Et à chaque fois, je me dis « On ne prend vraiment plus le temps de lire vraiment. On scrolle, on va vite, on zappe, mais Oda, lui, ne zappe rien. » Prenez ce moment. Dans un journal, on voit Luffy en Gear 5. Le dessin est flou, sauf une croix parfaitement nette sur son poignet. Et si on fait le lien, on se rappelle la même croix que Vivi et les Mugiwara utilisaient à Alabasta pour envoyer un message codé. Un clin d'œil discret, mais lourd de sens, que beaucoup d'entre vous sur le réseau ont totalement zappé, même avec le dialogue qui le mettait en valeur. Et ce n'est qu'un symbole parmi tant d'autres. Alors aujourd'hui, je veux qu'on prenne le temps de regarder vraiment les planches, le temps de comprendre ce que les décors nous racontent et surtout de redonner à cet aspect de One Piece toute la valeur qu'il mérite. Prenons par exemple la toute première page de One Piece qui commence déjà avec pas un seul personnage, mais juste des décors servant à nous situer à une époque, une ambiance et un lieu. On a des moulins, des bâtiments et des constructions qui ont assez Moyen-Âge. Donc on comprend déjà que l'histoire ne se situe pas dans notre présent, mais notre potentiel passé, la première chose qui nous montrera le côté fantastique. C'est la première double page où Luffy mettra KO le monstre marin ayant mangé le bras de Shanks. En analysant les qualités globales du chapitre 1, on observe plusieurs choses, comme le fait que les décors sont quasiment omniprésents. On a constamment des comptoirs, chaises, bureaux, alcool et même avis de recherche dans le fond. En prenant une page au hasard du chapitre, on voit Beckman et Luffy discutant. Mais aux 4 points attirant le regard sur l'image, on trouve le corps de Luffy, la tête de Ben et l'avis de recherche. Tout ça au premier plan. L'auteur n'oublie pas bien évidemment de mettre en avant l'alcool, le support et son verre. En second plan, on voit l'équipage trinqué et les fenêtres. Et au troisième plan, on observe le gouvernail qui sert à mettre en avant l'aspect maritime du manga, en plus des bateaux vus depuis le début. On voit bien qu'en termes d'intérieur, Oda maîtrise les décors. Mais qu'est-ce qui se passe quand on parle d'extérieur? Eh bien, ça fait partie des qualités d'Oda et la spatialisation des personnages dans ces mêmes décors. Comme s'il avait une carte détaillée des lieux du manga et savait qui allait où. Et ça, il le démontre facilement. Car dans des guerres ou des endroits qui ont beaucoup de lieux, il n'hésite pas à mettre des cartes pour ceux qui veulent se repérer. Juste avant d'aller au bar de Makino, on voit dans le décor 2 personnages en train de parler et une qui nettoie avec un balai. On voit alors le lieu emblématique du Party's Bar et plusieurs bâtiments. Quand la scène avec l'intrusion des brigands finira, on nous remettra un point de vue lointain, avec ces mêmes personnages vus plus tôt qui se cachent. Et comment on comprend que c'est les mêmes personnages? Eh bien c'est assez facile, car on nous remettra ce balai à moitié caché sur le côté. Les éléments que je viens de citer des décors de One Piece fait partie des choses qui ont fait de ce manga le meilleur, car l'auteur a fait de son univers quelque chose d'organique, qui vit à travers la mouvance de ses décors. Chaque personnage vit sa propre vie, là où dans d'autres mangas, les personnages ne font que se téléporter ou vivre que pour apparaître avec le protagoniste. Chaque personnage de One Piece a son histoire et interagit avec le monde. Si on prend les exemples des 2 autres gros mangas qui l'ont accompagné, il y a Naruto dont les décors ne servent qu'à nous spatialiser dans l'environnement pour savoir où on est. On le remarque car les cases avec fond blanc reviennent énormément dans ce manga. Et les décors qu'il y a ne servent qu'à nous montrer des lieux. Ils ne nous montrent très souvent pas d'histoire et ne servent qu'à aider les lecteurs. C'est encore pire dans Bleach, où les fonds blancs sont omniprésents et les seuls décors laissés sont ceux qui interagissent avec les personnages. Comme cette pile de livres présents à l'arrivée de Rukia, qui ne sont là que pour montrer qu'elle est assez rapide pour les mettre sur la table sans qu'Ichigo arrive à suivre. On comprend alors que sûrement pour gagner du temps, seuls les éléments les plus essentiels sont laissés dans les cases pour pouvoir un minimum situer le lecteur et démontrer ce qu'on veut démontrer. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est un défaut, car dans leur domaine, les 2 œuvres ont leur propre avantage. J'ai beaucoup parlé du chapitre 1 de One Piece, car pour moi, c'est la meilleure introduction à une œuvre. Elle sert à montrer à quoi on doit s'attendre dans le manga. Mais le style d'Oda a évolué avec le temps, ça c'est sûr. Et on a voyagé à travers le monde et découvert beaucoup de paysages. Et je vous avais dit précédemment que le décor nous situait à une époque équivalente au Moyen-Âge. Mais la vérité, c'est que le monde de One Piece n'est pas du tout uniforme. Il y a des endroits dotés de haute technologie, le charpentier de l'équipage est d'ailleurs lui-même un cyborg. Il y a des endroits futuristes, comme Punk Hazard, des endroits assez modernes,
et même des endroits où la nature a repris ses droits. Je parle des décors, mais il y a aussi toutes sortes de vêtements typiques de toute culture et de tout âge, avec même des marques propres à chaque culture et à l'univers entier, comme la marque Doskoi Panda qu'on reverra plusieurs fois, ou alors la marque de Papag qui s'appelle Criminel. Si on en revient à Punk Hazard, on a une opposition totale à l'aspect du Moyen-Âge. On nous propose un paysage industriel couvert par l'extrême froideur, rempli de canalisations de toutes parts, parsemé d'une histoire surfant sur la thématique de la drogue et de l'exploitation. Un savant fou, ne connaissant aucune limite, servant de méchant s'opposant à un Luffy, il est bien sûr pas contre l'industrialisation, mais qui de par ses origines s'oppose à toute cette modernité impliquant la division des classes. Les Mugiwara, chevauchant les vagues, croiseront bon nombre de lieux. Je vous avais dit que One Piece dans son ensemble annonçait être dans notre passé. Pourtant, au fur et à mesure des décors que nous croisons, tout porte à croire qu'il y a 800 ans, quelque chose de terrible s'est passé dans notre monde et a englouti les civilisations précédentes. Et ça, on le remarque grâce aux technologies futuristes, des décors mis en avant à travers les cases. Les bâtiments ayant l'air d'avoir vécu plusieurs centaines d'années et surtout les vestiges des bâtiments sous les eaux nous annonçant il y a des années, des civilisations ont bel et bien été envahies par les flots. Le point le plus important qu'on doit aborder avec One Piece, quand il est question de décors, c'est tout ce qu'il nous révèle à propos de l'univers quand on les regarde. Oda a l'habitude de jouer avec les tailles, les textures et les perspectives pour nous montrer la beauté de certaines choses. L'arc le plus applaudi pour ça est Skypiea, où on aura une explosion de détails. Par exemple, quand les personnages sont réunis pour la Battle Royale, on nous met en avant les personnages et leurs blessures, en variant bien sûr les textures, mais le plus important, c'est les vestiges sur lesquels tous ces personnages se supportent. Ces bâtiments, on apprend que c'est celle de la civilisation de l'époque et qui possède des siècles d'histoire, montrant que cette bataille n'est pas juste une bagarre. C'est un combat qui impliquera des centaines d'années de culture, de conflits et qui influencera la conclusion. Si je peux en citer d'autres, on a aussi cette page où juste après Little Garden, ils tomberont sur un cyclone. Ce qui est étonnant, c'est l'aspect de ce cyclone, ou plutôt sa texture. Là où les personnages ont toujours eu cet aspect lisse, on se retrouve avec un déluge avec des traits assez gras et remplis de traits entrecroisés, montrant leur faiblesse par rapport à la nature et servant à montrer que cet ouragan les tuerait instantanément. Et additionné avec le fait qu'en plus de tout ça, on nous imagine cette tornade comme prenant l'entièreté de la page et leur bateau en tout petit dans le bas de la case. Dans les bandes dessinées ou dans les mangas, qui est habituellement choisi pour exacerber la différence de taille, c'est l'utilisation de la contre-plongée. La caméra partant du bas vers le haut, mettant en avant la taille d'une personne. Mais là, c'est tout le contraire que fera l'auteur. C'est un angle vu du haut qui est montré, montrant que sans exagérer, cette intempérie pourrait bien leur coûter la vie. Mais maintenant que je vous ai parlé de ça, il y a d'autres cas assez parlants et beaucoup plus subtils. Donc attardons-nous sur le cas de Brook, où on remarque que lors de son apparition, le décor est inhabituellement extrêmement détaillé pour une exposition de personnages. Comme si l'auteur ne voulait cette fois-ci qu'on s'attarde sur les personnages, mais plutôt sur le fond. Et que peut-on tirer de ce fond-là? Eh bien on remarque simplement que tout est brisé. Et en plus des dégâts physiques, on voit des traces du passage du temps, nous montrant que ce personnage, à la tête de squelette, a dû passer énormément de temps à cet endroit. Et la suite, nous l'apprendrons à travers ses paroles. Et bien sûr, son flashback. C'est un personnage qui a souffert de sa solitude, tombant dans la folie. L'utilité de l'angle de vue n'est pas en reste, car à mesure égale des profils, on est capable d'observer la différence de taille inquiétante entre les Mugiwara et ce personnage mélangeant l'horrifique et l'humour. Tous ces éléments dont l'auteur s'en servira pour faire des messages et des porte-étendards de son univers organique et potentiellement annonceur pour de futurs événements ou des éléments du passé. Mais le plus incroyable avec les décors d'Oda, c'est tous les liens qu'on peut faire entre plusieurs lieux sans que le lecteur ne s'en doute pas une minute. À titre d'exemple, on a la cité d'or de Chandora, présente lors du flashback de Norland, où on verra des points noirs dans le dessous de la planche, montrant à quel point cette cité est gigantesque. On nous détaille brique par brique les bâtiments délabrés par l'effet du temps. En plus de tout ça, est présent au centre de l'image une gigantesque cloche ornée de motifs avec en dessous un poneglyphe. À ce stade de l'histoire, il faut savoir que le seul endroit où nous avons vu un poneglyphe est à Alabasta, avec les tombeaux d'Alubarna où résidait la localisation de Pluton. L'auteur, à ce stade-là de l'histoire, fait automatiquement le lien entre les deux et se dit qu'il y a peut-être un lien entre Alabasta et Skypiea, sans pouvoir aller plus loin. Et ce n'est que les décors à ce moment-là qui peuvent nous éclairer sur ces fameux liens. Car oui, ces deux pays, Alabasta et Skypiea, sont bel et bien liés de A à Z. L'un des rites des peuples célestes est d'offrir une femme au dieu qui représente les 4
4 divinités, dont celui du soleil, qui a, comme vous le savez, une apparence de serpent géant. Et c'est dans le lieu où réside le poneglyphe d'Alabasta qu'on peut observer ce rite du peuple ailé, gravé sur le mur. On reconnaît une personne posée sur une balance qui est offerte à un serpent géant, symbole que leur volonté est d'équilibrer la colère de leur dieu. Et tout ça est renforcé par toutes les représentations des divinités gravées sur les murs, et du symbole du dieu soleil, Athènes, présent au milieu de tout ça. Le pays désertique est alors lié à celui du ciel. Mais ces deux mêmes pays sont aussi liés à Wano Kuni, car ils donnent la position de Pluton sur cette île. On a la même chose avec Skypiea, qui indique par son poneglyphe la localisation de Poséidon sur l'île des hommes-poissons, faisant encore plusieurs liens entre eux. C'est une liaison, encore une fois, renforcée par les magnifiques décors de l'auteur, car sur la cloche, il est détaillé des symboles de baleines dans le style amérindien. En plus de ça, on y trouve une forme de singe portant une sorte de chapeau dont la silhouette nous fait facilement penser au chapeau de paille de Luffy. Grâce à ces éléments décoratifs, on peut tout autant repenser aux fois où on a vu les baleines tenter de détruire Redline ou au roi des mers discutant entre eux, exclamer une sorte de prophétie disant que le roi apparaîtra dans une mer lointaine et que les baleines s'en réjouissent d'avance. La subtilité dans ces phrases est qu'on peut penser qu'il parle de Shirahoshi, qui naîtra dans plusieurs années. Mais ça se passe juste à côté du bateau de Roger, qui est justement pas très loin de la cité des hommes-poissons, ce qui indique que ces créatures parlent d'une autre personne que Poséidon. Et même si au final on se déplaçait dans un arc un peu plus proche de notre présent, et connu de tous, l'arc de Wano, on a ce phénomène encore plus amplifié vis-à-vis des décors. Car la première image du pays est un plan immense sur l'ensemble de la capitale des fleurs, avec en première vue ce qui nous attire. L'immense maison surplombant l'ensemble de la capitale se révélera être le lieu d'habitation d'Orochi. À ce moment-là, on ne s'en doute pas, mais ça veut déjà nous mettre en scène le système de terreur qu'a instauré le shogun sur l'ensemble des habitants qui sont représentés en tout petit avec les habitations. La vue au premier plan, entre les deux rochers, servent à nous montrer qu'il n'y a aucune exagération. Et comme vous l'aurez compris, c'est un système qu'adore mettre en scène Oda, la non-exagération des tailles. Aucune contre-plongée ou point de vue du dessus. On se met juste à la place de quelqu'un qui regarde le pays de face et qui observe la dominance du shogun Orochi. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle de subtilité. La planche a beau nous communiquer des éléments assez subtils, tant que nous sachions rien, il n'y a quand même rien de complexe. Mais cette planche a une utilité encore plus précise. Nous mettre en scène ce volcan qui ne sera jamais mis en avant de tout l'arc pour que les lecteurs l'oublient et qu'il serve de victoire finale contre les deux empereurs lors de la bataille d'Onigashima, soit plus de 130 chapitres plus tard. En parlant d'Onigashima, c'est, on peut le dire, la plus belle île qu'on ait eue depuis Zou. Toutes sortes de détails dans le style japonais, mais surtout inhérents à la mythologie du monde fantastique et post-apocalyptique de One Piece. Dans la planche, on nous met encore une fois en valeur la différence de taille entre ce qui semble être un crâne d'une créature ayant autrefois existé et le Sunny est connu pour être quand même assez colossal, mais qui est minuscule sur la planche. On aura deux statues d'esprit qui les accueillent avec deux têtes de démons crachant de l'eau et qui les accompagnent sur leur raid. Cela sert à montrer aux lecteurs qu'ils arrivent dans un monde proche de Wano, toujours dans sa culture, mais aussi vers quelque chose de bien plus sombre et profond. Onigashima est une analogie de l'enfer. C'est quelque chose que Luffy ou différents personnages diront, d'où l'aspect un peu satanique du crâne avec les cornes. Je n'en ai pas parlé, mais ce sabre, bien plus grand que tout, nous montre que ce cadavre était potentiellement son utilisateur. Celui qui lit ne fait pas forcément le lien, mais à Thriller Bark, qui est le premier arc où on entend parler de Wano, eh bien c'est l'arc qui introduira une race similaire aux géants, encore plus grand et fort qu'eux, celle des Oni, d'où le nom Onigashima. Cette race était surnommée les tireurs de continents, et c'est assez parlant sur quelle était leur utilité. Les décors du pays de Wano a l'effet d'un écho dans toute cette histoire, sans qu'on ne le sache pourquoi. Chaque île formant cet archipel, relié par des ponts, comme s'ils n'avaient jamais été collés ensemble, montrent chacune à leur tour, tout au long de notre voyage, des particularités uniques et une météo bien à elles. Quand on remarque que chaque bout de ce pays n'a rien à voir entre eux, quand on lit ça à la race des tireurs de continents, on comprend alors facilement pourquoi cette île de Wano a l'air d'être plusieurs îles rassemblées les unes à côté des autres. Au tout début de l'arc, l'esprit de Wano qui a affronté Zoro nous expliquait que ce pays autrefois était surnommé le pays doré, tout comme l'a été un jour la cité de Chandora. Élément très étrange, car ces deux lieux sont espacés de bien des kilomètres. Et bien ne se pourrait-il pas que le dernier œil, qui n'a jamais été comblé dans One Piece, a été un jour le pays de Wano? Les environnements dans ce manga en révèlent bien plus que vous ne le pensez. C'est à la fois troublant et magnifique, car vous voulez apprendre l'histoire d'une île, d'un peuple, d'une race, alors observez l'environnement et tout vous est révélé. Des ruines de maisons dans l'eau, on nous apprendra durant l'arc d'Egghead que tout le monde était autrefois bien plus bas et que la mer a forcé le monde à se réfugier dans les hauteurs. Des îles ayant des formes bizarres, oui, elles ont effectivement la forme des oiseaux nichant à ce même endroit. Des trous gigantesques dans l'océan sur Enies Lobby, oui,
Encore une fois, la cause de l'élévation de la mer et la révélation qu'Uranus a été utilisé à cet endroit un jour. Plus récemment encore, avec la ruche, on pensait que le désieu de l'île était naturel, sans trop se poser de questions. Mais aussi cocasse que ça l'est, l'auteur ira jusqu'à nous le justifier, en faisant en sorte que Rox vienne prendre possession de l'île et fasse de lui-même ses deux yeux. J'aimerais terminer cette vidéo par vous teaser un petit mystère de One Piece que vous n'avez pas encore remarqué. Avec tous ces éléments que je vous ai présentés, vous ne vous posez pas de questions sur l'île de God Valley? Pourquoi est-elle séparée en deux? Y a-t-il une véritable raison à ça? One Piece nous a prouvé avec le temps que se poser ce genre de questions est essentiel. Et au moment où j'écris cette vidéo, on est en plein dans l'incident de God Valley. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous, quelqu'un ou quelque chose a donné cette forme à la vallée des dieux. Et dans ce cas, qui ou quoi? J'ai énormément aimé écrire cette vidéo. C'est un mélange de quelque chose de nouveau et de théorie. Je ne vais pas mentir, j'aime beaucoup analyser la façon de faire de l'auteur et comment il met en œuvre ses vêtements dans le manga. Donc si vous voulez revoir une vidéo du même genre, n'hésitez pas à me le dire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.